C'est par rapport à la prise en charge pluridisciplinaire. Donc, je demandais de façon pratique comment ça se fait. Est-ce qu'il y a un retour d'un spécialiste à un autre? Comment c'est Oui, il y a des questions peut-être qui vont se soulever. Il y a d'autres questions. Et par rapport au diagnostic, génétique de façon pratique, est-ce qu'on fait un cariotypage de l'imitation? Est-ce que le cariotype peut permettre de voir l'imitation? Ou bien c'est des explorations beaucoup plus fines pour vraiment trouver la population? Parce qu'ici, par exemple, au service, on a un généticien qui est là, même pour les pathologies génétiques, il fait quelques cariotypes. Est-ce que ces pathologies liées au tissu, est-ce que le cariotype même peut faire le diagnostic ou bien c'est petit? Vous avez des Oui, merci beaucoup pour la présentation. Par rapport au syndrome de l'Atlantis, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a un programme de série Oui, le premier collègue, il a parlé de est-ce qu'il y a un link dans cette prise en charge pluridisciplinaire. Bon, si c'est en Europe, il y a des centres de maladies rares où il y a telle équipe qui s'occupe de Ehlers-Danlos, telle équipe qui s'occupe de Marfan, telle équipe qui s'occupe, voilà. Donc, à chaque fois qu'un médecin diagnostique ce type de pathologie rare, il l'envoie dans ce centre de référence. Et puis, c'est comme ça qu'ils font pour avoir de grosses cohortes et pouvoir faire des études, des tests thérapeutiques. Parce que en réalité, quand on n'a pas de grosses cohortes, on ne peut pas faire de tests thérapeutiques, on ne peut rien faire. Parce que pour proposer un nouveau médicament, il faut assurer la fiabilité, il faut assurer que sur une telle population, on l'a fait, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de grandes avancées sur le plan thérapeutique dans ces pathologies. Donc là-bas, c'est bien ficelé. Mais chez nous, ce qui se passe, c'est que chacun a sa petite cohorte. Par exemple, nous, on a notre cohorte de pathologie du tissu élastique et le Danlos le plus fréquent, parce que les manifestations dermatologiques sont plus fréquentes. Autre pseudoxanthome élastique, donc vraiment une cohorte qui est suivie. Mais on s'assure à faire le link entre les différentes spécialités. Par exemple, s'il y a une anomalie oculaire, on travaille beaucoup avec l'ophtalmologue pour que la prise en charge, parfois même, par exemple, l'enfant qui a l'exophtalmie, on le présente en staff, on discute, parce que c'est des malades qui doivent être discutés en staff avec le pédiatre et tout. Donc, pour notre part, les malades qui sont suivis en dermato, ils bénéficient de cette prise en charge disciplinaire. On gère le link, c'est la peau qui a permis le diagnostic, mais souvent, il faut avertir les médecins de prise en charge, par exemple, cardiovasculaire, pédiatre, que c'est tel pour qu'ils sachent la lourdeur de la prise en charge. Parce que, comme on l'a dit, la prise en charge, elle est lourde. Pour opérer un malade qui a les anomalies du tissu conjonctif, c'est lourd parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va cicatriser. On ne sait pas quand on ouvre, qu'est-ce qu'on ouvre. Là où on va, c'est lâche. Le tissu, il est lâche. Ce n'est pas comme une personne normale. Donc, voilà. Peut-être que dans l'avenir, avec les cordes qui commencent à se développer, on va avoir ce link-là. Mais l'idéal, c'est d'avoir un médecin référent qui sache
faire le link avec les autres spécialistes. L'essentiel, c'est que le malade ait, à chaque fois qu'il en a besoin, le médecin qui le suit ouvert. Parce que le médecin qui le suit peut être le link avec les autres spécialistes pour que sa prise en charge ne soit pas retardée. Donc, pour améliorer le pronostic, il ne faut en aucun cas que les malades aient la difficulté d'accéder aux soins de qualité et de spécialistes. Vous avez compris un peu. Donc, c'est chacun qui fait sa sauce. Hein. Bon, je ne sais pas ce que le professeur Kat en pense, mais actuellement, chacun est dans son coin pour faire. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont suivis par les pédiatres, mais en tout cas, nous, la porte qu'on suit, ils sont suivis par cette équipe pluridisciplinaire que l'on connaît via l'intermédiaire des spécialistes selon l'appareil d'appel et selon le signe qui est là et qui gêne le malade. Au cardiotypage, dans ces pathologies, le cardiotype n'est pas nécessaire, à moins que c'est une pathologie autosomique liée à l'X, alors que ça atteint la fille. On s'attend à ce que, peut-être ce soit un phénotype Klinefelter, on recherche 3XY, et on fait le cardiotype. Parce que le cardiotype, ce qu'il nous dit, c'est le nombre de chromosomes, etc. Mais l'anomalie moléculaire en tant que telle, ça, c'est des molécules, des séquençages génétiques qu'il faut faire avec des machines de haute génération. C'est vraiment moléculaire. Comme on fait les analyses de sang, c'est comme ça qu'on le fait, avec des tests. C'est comme la numération, mais avec un autre type de machine. C'est différent du cardiotype des maladies génétiques où c'est lié à un excès de X, ou bien un excès de Y, ou bien ça, c'est le cardiotype. Le cardiotype montre ça. Mais les anomalies où c'est une mutation d'un gène, parce que le chromosome, c'est plusieurs gènes. C'est N gènes, 300 000 gènes. Donc, une anomalie du tissu conjonctif là vont être recherchés dans le chromosome. C'est pas le cardiotype, il dit la nature du chromosome sur le plan macroscopique. Par exemple, le chromosome qui peut être cassé, hein, il peut être rajouté. Hein. Ça, c'est les cardiotypages que nous montrons. Mais la composition en gènes elle-même, c'est des analyses beaucoup plus structurales qui vont nous le montrer. C'est pourquoi le cardiotypage, en dehors de certaines formes où on s'attend véritablement à ce que l'homme soit atteint et que la femme est atteinte, on peut voir est-ce qu'il n'y a pas une anomalie, un chromosome en plus ou en moins. Donc, voilà. Et la troisième question, c'était quoi? Ah oui, le pli cutané, il y a une diapo qui montre les mensurations. Voilà, et lorsque c'est supérieur à 1,5 cm sur les membres et sur le cou, 3 cm. Et c'est plus évocateur ici, au niveau de la face antérieure de l'avant-bras, où il y a moins de tissu graisseux, parce que c'est un pli profond qu'il faut faire. Merci. Parce que sur l'enseignement, excessivement résumé,